Donc alors, on va parler donc de CRM implémentation. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, donc là, je vous pose une question. N'hésitez pas à répondre en ouvrant votre micro. Est-ce que vous comprenez quelle est cette chose qui est en face de vous, cette image? À quoi ça vous fait penser? Ok, bon, je vais répondre parce que je n'ai pas eu trop de réponse. Ce qu'il faut voir là-dessus, Si, c'est tu as que... des réponses à la réponse. Ah ouais, mais dans le chat, je vois pas en Ouais, fait. bah, je vais te les dire. Tu as une boîte de rangement, Sébastien dit. Un client ni content ni mécontent de Sarah. Florian, Playmobil. Fanny, Lego. Ok, Voilà. trop cool. Bah, c'est marrant parce qu'en fait, le seul message que je vais vous faire passer, c'est que le CRM, qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être votre tête. En fait, vous devez déposer toutes les informations que vous devez déposer dedans, toutes les informations possibles qui concernent vos clients. Et absolument tout doit être dedans. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les clients, ce qu'ils achètent, c'est la relation que vous avez avec eux plus que le produit que vous leur proposez. Vous pouvez proposer en fait, à partir du moment où il y a un fit qui se passe avec quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de savoir comment se passer. Moi, j'avais discuté avec le directeur commercial d'une boîte qui s'appelle Lucibel, qui fait une technologie Li-Fi, qui était une très grosse boîte, et tu disais, mais comment tu fais pour être un bon commercial? Et il me dit, écoute, honnêtement, je crois que tout se joue dans l'empathie et dans la connaissance des clients. Et en fait, ces clients, comment il les signait, c'est il passait du temps avec eux. Et c'est du temps, mais c'est le cliché, hein. Il allait jouer au golf avec eux, il faisait des restaurants, il faisait quelques soirées, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, il signait. Et c'est pour ça que je vous dis que qu'est-ce qui est super important dans votre CRM, c'est de noter absolument toutes les informations qui correspondent à vos clients. Ça va. Donc, j'ai fait exprès de prendre un exemple exagéré en parlant du nombre d'enfants, des croquettes de chiens, etc. Mais en fait, vous devez savoir ces problématiques qu'il a professionnelles. Et plus vous arrivez à choper d'infos personnelles, plus facile ça sera pour la suite. Typiquement, ça va à un coup de fil où le client vous dit bah tiens, non, la semaine prochaine, je serai en vacances. Ah bah tiens, voilà, si c'est pas indiscret, où est-ce que vous partez en vacances? Bah, je vais à l'île de Ré. Ah génial, j'y étais l'an dernier, j'ai adoré cet endroit, c'était super, vous êtes dans quel coin, etc. Enfin, bref. Et tout ça, c'est des infos que vous allez noter dans votre CRM pour que la prochaine fois que vous le relancerez, bah, au lieu de faire un appel, dire ah oui, bonjour, comment ça se passe? Bah voilà, on va parler du produit. Vous allez dire tiens, comment se sont passées vos vacances à l'île de Ré? Vous avez eu beau temps? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc ça, c'est des petits tips qui sont tout bêtes, mais vraiment utilisez-les à fond parce qu'en fait, ça va changer pas mal de choses pour vous, quoi. Donc là, je vous pose un peu une question annexe qui est un peu en amont peut-être du niveau où vous en êtes, mais ce qui est très important, ça reprend ce que je viens de dire, c'est est-ce que vous connaissez vos clients? C'est-à-dire, est-ce que vous savez typiquement bah, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les caractérise, etc. C'est quelque chose qui est super important, encore une fois, parce que donc là, on parle de CRM, donc c'est dans l'objectif de faire de la vente, mais en fait, le plus mauvais commercial, c'est celui qui fait que vendre. Pourquoi un mec qui vend des fenêtres, le gars, il se prend que des bâches au téléphone, parce que le mec, quand tu décroches, il dit bonjour, bonjour, je vais vous vendre des fenêtres. En vrai, j'en ai rien à faire qu'il me vende des fenêtres. Par contre, si le mec il m'appelait, il me disait, bah voilà, j'ai que vous avez une maison orientée plein sud, en ce moment il fait très chaud. Est-ce que typiquement vous n'avez pas envie est-ce que vous n'avez pas trop chaud, comment ça se passe pour vous, etc. Et typiquement, il pourrait me vendre, je sais pas, une teinture pour les fenêtres ou des verres automatiques. L'objectif qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que quand vous contactez des clients, il faut que vous fassiez en sorte de vraiment vous intéresser à eux et de comprendre en fait quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent et non pas de leur vendre quelque chose. C'est vraiment une marque d'intérêt. La nuance est pas évidente à trouver, mais c'est très important de le comprendre. Si vous l'avez pas encore remarqué, vous le remarquerez au fur et à mesure que finalement les clients, pourquoi ils travaillent avec vous, c'est parce que en gros vous êtes sympa. La majeure partie du temps, c'est ça. Donc ça, faut pas l'oublier. Et donc ouais, ce que je mets en avant, c'est que voilà, si vous cherchez trop à vendre, en fait, vous passez à côté d'une grosse partie de vos clients. Parce que les gens, encore une fois, je regardais une vidéo l'autre jour qui était super intéressante, il faudra que je retrouve la source, où le mec disait, les gens, ils n'aiment pas qu'on leur vende des choses, mais par contre, ils adorent acheter. Les gens aiment beaucoup acheter, mais ils n'aiment pas vendre. Acheter, c'est la pulsion, c'est le plaisir. Pourquoi il y a les mecs, quand on va à la Fnac et qu'on achète une télé, on est content, c'est parce que voilà, c'est un truc qu'on avait envie de faire. Si le vendeur essaie de nous vendre la télé la plus chère, la plus truc, on va pas la prendre parce que ça nous saoule, c'est parce qu'on a envie.
Donc, gardez bien en tête cette idée d'envie et de ce que vous voulez faire et surtout ce que vous voulez que votre client fasse, qui est faire quelque chose qui réponde à ses envies. Là-dessus, c'est un truc, une petite image qui reprend Intouchable avec qui dit pas de bras, pas de chocolat. Donc là, je pense que vous dites mais pourquoi il nous met ça? En fait, c'est assez simple. Moi, c'est quelque chose que je rabâche tout le temps. Mais si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de boîte. Si tu n'as pas de boîte, tu n'as pas d'impact. Et en fait, si tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de boîte, tu as aucun impact. Pourquoi je rappelle ceci? Parce que en fait, j'ai vu beaucoup de boîtes me dire ah ouais, moi j'ai envie d'avoir de l'impact, etc. Donc j'ai pas forcément envie d'avoir d'argent, machin. Sauf qu'en fait, dans le monde qu'on a aujourd'hui, c'est difficile de avoir de l'impact sans argent. Et la preuve en est que même les associations sont en recherche de fonds pour pouvoir avoir plus d'impact. Donc en fait, n'ayez pas peur d'aller chercher de l'argent, n'ayez pas peur de vendre des choses très chères. N'ayez pas peur d'avoir de l'ambition et de proposer des trucs qui sont à des prix exorbitants, parce qu'en fait, à partir du moment où on fait payer les gens à un certain prix, c'est qu'on peut apporter un travail de qualité, et ça nous permet d'avoir plus d'impact derrière. Donc, n'oubliez pas ça. Moi, la boîte où j'étais avant, c'était une ESS, donc économie sociale et solidaire. On ne voulait pas vendre cher justement parce qu'on voulait faire du bien dans le monde. Bah, finalement, on a fait faillite. Donc, bon, à choisir, si on avait su, on aurait peut-être fait un meilleur produit et vendre un peu plus cher. Là-dessus, c'est un petit gif que j'ai trouvé que je trouve assez marrant, qui dit nourrissez-moi et dites-moi que je suis beau. Bah, en fait, c'est concrètement ce qu'il faut faire à un client, quoi. Client, il faut lui apporter de la valeur, le questionner, le flatter, et comme ça, vous pouvez arriver à ce que vous voulez. Et ce qui doit découler de ça, c'est que quand vous faites de la prospection, en fait, moi, c'est ce que je dis, c'est que vous êtes un requin dans le sens où vous voulez obtenir une chose des clients. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut faire en sorte d'être le plus actif possible et le plus motivé pour aller chercher les clients. Vous allez vous prendre beaucoup de bâches, beaucoup de gens qui vont dire qu'ils ne sont pas intéressés, etc., etc. Il faut toujours rester super motivé et tracer le plus possible. Pourquoi vous voulez obtenir des clients? Bah, c'est pour faire vivre votre boîte et valider que vous avez une bonne proposition de valeur. Et en fait, quand je dis que vous êtes un requin, ça veut dire qu'il faut être déterminé et voilà, être le plus gros prédateur. Donc, c'est vous qui allez attraper tous les autres clients. L'objectif, c'est pas de faire que vendre, comme on a dit, hein, c'est de faire acheter. Ça, c'est important à garder en tête. Et c'est ce côté de avoir une détermination super forte. Maintenant, donc je sais pas si vous avez des questions ou quoi sur ce que l'on vient d'aborder. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, comme je vous l'ai dit, et à me poser des questions ou m'interrompre, parce que je ne vois pas le chat, problème du format présentateur de Google. Et sinon, on va rentrer un peu plus en détail dans les CRM. Aujourd'hui, de quoi on va parler concrètement comme outil? On va parler principalement de Pipedrive et de HubSpot, qui sont les deux gros CRM startups. On peut parler aussi un petit peu de Excel et Streck, qui sont deux potentiels CRM. Il y a Airtable qui fait beaucoup de choses et qui peut être un CRM, mais que je ne conseille pas forcément. Voilà. C'est un peu les outils dont on va parler aujourd'hui, sachant que pour commencer, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Un Excel, ça fait largement le boulot, hein. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Pour commencer, voilà, jusqu'à une dizaine de clients, un Excel, ça suffit amplement. Pas la peine d'aller se prendre un abonnement Pipedrive ou HubSpot pour ça. Streck, c'est un truc qui existe, que moi, je n'apprécie pas du tout, notamment sur l'UX et sur le fonctionnement. C'est un truc qui était utilisé au début en startup. Yves le connaît très bien, il maîtrise bien. Donc, si vous voulez des conseils sur Streck, je vous invite à discuter avec Yves. Moi, personnellement, j'ai jamais apprécié le concept et j'ai toujours eu beaucoup de mal à le faire marcher. Donc, je suis pas fan. Airtable, ça peut être un bon mix, mais bon, c'est assez limité aussi. Ça a un peu plus de possibilités qu'Excel, mais on arrive assez vite limité, quoi. C'est pas fait pour ça à la base. Ça, c'est en fait, j'ai appelé ça le choc des titans parce que on nous parle tout le temps de la différence entre gestion de relations clients et qui sont faits pour faire augmenter ses ventes. Concrètement, si on devait faire la différence entre les deux, Pipedrive, c'est ce que j'ai mis là. L'interface utilisateur est très simple à comprendre.
Par contre, c'est vraiment un outil qui est fait uniquement pour de la vente. On peut faire des automatisations qui sont plus ou moins simples, qu'on peut coupler à des appuyeurs pour aller un peu plus loin. Et le prix est quand même très attractif. En face de ça, il y a HubSpot, que je vais vous présenter aussi après. Moi, je vais vous présenter les deux outils, hein, parce que j'ai pu utiliser les deux et avoir des comptes sur les deux. L'interface utilisateur est quand même bien plus complexe. Par contre, c'est une machine de guerre avec laquelle on peut faire énormément de choses, mais vraiment énormément, énormément. On va découvrir ça tout à l'heure, donc ça, c'est très cool. Par contre, voilà, c'est plus difficile à prendre en main. Le prix devient très, très vite très élevé. Voilà, 80-100 euros par mois, c'est un peu ce que tu fais pour commencer. Et dès que tu veux quelques fonctionnalités supplémentaires, tu te retrouves à payer 300-400 euros par mois. Bon, j'ai encore eu quelqu'un hier qui me disait qu'il avait super bien programmé son HubSpot. Bon, ils avaient une équipe de 20 personnes, il y avait donc 10 sales. Et là, c'était une machine de guerre, mais il payait genre 2000 euros par mois, je crois, juste pour HubSpot, quoi. Donc ça peut coûter très cher, mais ça permet aussi de faire beaucoup de choses. Je vous ai mis là la source pour voir le comparatif complet d'HubSpot versus Pipedrive. C'est un peu un résumé que je vous ai fait ici. Mais je vous invite à aller le voir si vous posez la question quel logiciel utiliser. C'est quand même assez complet et il donne pas mal d'informations. Donc voilà. Là-dessus, en fait, je vous ai expliqué un truc, c'est qu'avoir un CRM, c'est bien, mais en fait, ça fait pas tout. C'est pas parce que tu as un CRM que tu vas avoir des taux de closing très efficaces, etc. Et le plus important, avant tout, d'avoir un CRM, c'est d'avoir un process de vente. Donc là, je vais vous présenter le process de vente qu'on a mis en place à School Lab, parce que vous allez pouvoir comprendre en fait un peu ce qu'on avait fait et comment ça marchait. Et ça va être assez intéressant pour vous pour comprendre que le CRM, c'est vraiment pas une finalité et il y a quand même beaucoup de choses derrière. Donc, typiquement, ça c'était l'ancien. Je vais vous montrer le nouveau qu'on veut mettre en place. C'est que par exemple, l'outil qu'on veut mettre en place, c'est que en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a une base qui est tout ce qui concerne le SEO, le LinkedIn, les Facebook Ads, etc., qui nous permet d'avoir des leads qui entrent dans le site, qui tombent dans notre Pipedrive, qui ensuite vont faire un mail automatique qui arrive dans notre Mailchimp. Là, voilà, il y a un autre chemin. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'en fait, avant même d'avoir réfléchi au CRM, etc., on a réfléchi à tout le process jusqu'à la phase de closing. C'est-à-dire par quelle étape il va passer, où est-ce qu'il va aller, etc. Pour être capable de faire un process de cette manière, il faut déjà avoir fait 3-4 ventes, au moins, plutôt 5 voire 10, pour que vous puissiez vous rendre compte de comment ça marche. Et ça, c'est important à mettre en place le jour où vous voulez un peu plus structurer votre équipe commerciale et voir comment ça se passe pour pouvoir automatiser les choses. Donc typiquement, vous voyez, on part de là, ensuite on tombe dans Mailchimp. Après, on a mis en place un système de nurturing, c'est-à-dire des mails automatiques, une invitation à un événement avec le lien pour candidater automatiquement. Si la personne a passé les starting blocks, elle est acceptée et du coup, elle reçoit à nouveau toutes les informations d'onboarding, etc. Si elle est refusée, on lui offre, refusée. Si elle n'est pas, on l'oriente vers le programme le plus adapté. Donc tout ça pour comprendre à quoi ressemble un process en fait de vente, ça c'est très important. Et si je vous mets celui qu'on avait avant, qui était un peu moins clair, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, à partir du moment où mon client entre dans le process, quand est-ce qu'il en finit et quelles sont toutes les étapes. Ça, c'est quelque chose qui est super important pour vous de bien travailler et bien mettre en place, parce que ça va, c'est ce qui peut vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Comme ça, je serais ravi d'en discuter avec vous un peu plus en détail si besoin. Maintenant, on va aller voir Pipedrive, un peu comment ça se passe, comment ça marche. C'est un outil que je trouve super. Moi, j'aime vraiment bien. Concrètement, à quoi ça ressemble un pipe? Ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que tu as plusieurs étapes à la suite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les étapes que vous avez, c'est à vous de les caractériser, hein. Il n'y a rien il n'y a aucun cette espèce de process, c'est vous qui décidez de ce que c'est. Là, c'était ça. Si je vais sur notre process actuel, je sais qu'il avait encore changé.
Vous voyez, là, on avait lead et sites qui viennent de la piscine. Après, on avait tout un système de relance. Si je prends mon pipe starter, il est un petit peu différent aussi. Premier contact, ensuite on a des relances, relance piscine, relance starting block, les starting blocks, etc., etc. En fait, c'est vraiment à adapter en fonction des étapes que vous voulez. Donc à chaque fois qu'un lead est ici, donc il est dans une étape, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, ce sont donc des leads, enfin il y a des potentiels deals qui sont à un endroit. Ce qu'il faut voir avec ça, c'est que dès que en fait, l'idée, c'est que dans un deal, j'ai toutes les informations que je veux. Donc, c'est-à-dire que je vois, voilà, on envoie tous les mails qu'on s'était envoyés. On peut aussi se mettre des rappels, vous voyez là. Call pour lui donner des infos sur Starter, envoyer un message direct sur la page contact sur Programme Starter, je veux plus d'infos. On fait les appels, on a les coordonnées de la personne. Et ensuite, l'idée, bah là, cette fiche, elle n'est pas assez enrichie, mais il faudrait avoir plus de détails sur qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et donc ça, c'est super important à avoir. Donc là, on est sur une vue de Pipedrive. Quand on ouvre un client, en fait, on met toutes les infos possibles dedans. Et c'est là où ça reprend ce que je disais tout à l'heure. Plus vous avez d'infos sur la personne, plus c'est facile ensuite pour le closer. Donc ça, c'est un peu l'interface Pipedrive. Donc, comme vous voyez, bon là, c'est un peu le bazar, hein, je vous le cache pas. On a un peu de ménage à faire. Mais tout ça, ce sont des deals. Donc, ce sont des personnes potentiellement que je peux valider. Et vous voyez, à partir d'ici, ce sont ceux qui sont acceptés. Donc, tout ça, c'est ceux que je vais potentiellement convertir. Donc, ça, c'est assez cool. Et ça permet de faire beaucoup de choses. Encore une fois, je ne vois pas le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser à l'oral. Tu m'entends ou pas? Ouais. Ça veut dire quoi, accepter, refuser? Et à quel point c'est automatisé? Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est toi qui rentres tout ou c'est un peu genre comme ton agenda où tu reportes tout ce qui se passe? Bah, très bonne question. En fait, donc utiliser un CRM, ça demande beaucoup de rigueur parce que c'est à toi de rentrer toutes les informations en fait. C'est à travers les calls que tu fais, tu vas rentrer les informations que tu as dedans sur ton client. Et tu vois, bah Raphaël, bon, moi je me souviens très bien de lui, mais j'aurais pu dire, bah voilà, lui, il a une boîte dans l'IA, il veut révolutionner l'IA et le rendre accessible à tous. Il a vraiment en recherche il a, je sais pas, il est en recherche de financement, etc. Mais normalement, il devrait pouvoir payer sa formation, etc., etc. C'est à toi de mettre tout ce que tu veux. Et ensuite, la deuxième question, c'était concernant tout ça, c'est ça? Ouais, c'était du coup, pourquoi il y a accepter ou refuser? Enfin, c'est que Ouais. du coup, au début, si je comprends bien, du coup, tu as fait des process et en fonction de comment ils avançaient dans le process, tu le rentrais là, c'est ça? Exactement. En fait, en gros, normalement, tous tes clients, tous tes leads, ils doivent rentrer dans cette première brique, qui est donc, après, tu l'appelles comme tu veux. Moi, je l'ai appelé premier contact, mais je sais pas, tu peux l'appeler genre discussion en cours ou à toi de trouver vraiment l'appellation que tu veux lui donner. Toutes ces étapes-là, c'est à vous de choisir comment vous les nommez. C'est à vous de choisir combien il y en a. Tu vois. C'est pas du tout un process qui est figé, ça. Moi, ce que j'explique, c'est que la plupart du temps, on arrive à quelque chose qui est bon au bout de 4 5 itérations. Au début, on met un process, mais en fait, il est trop simple. Après, on est obligé un peu de le complexifier, etc. Mais en gros, les gens rentraient ici. Ensuite, donc là, dès que je les changeais de case, en fait, ça leur envoyait un mail automatique pour faire des relances. Donc, je faisais ça un peu de temps en temps. Et là, typiquement, on avait des starting blocks, tu vois, c'était le 8 avril. Et bah, du coup, tous les gens qui tombaient là-dedans, ensuite, donc j'en avais toute une liste. S'ils étaient acceptés, bah, je les mettais dans un accepté, accepté pour rejoindre le programme. Et si finalement ils n'étaient pas acceptés, je les mettais en refusé. Mais là, ce pipe-là est pas très bien construit parce qu'il y a d'autres choses qui sont venues s'ajouter ensuite. D'accord. Et quand tu dis, quand tu les avais placés dans relance, il y avait une relance qui se faisait de manière automatique, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où genre, je déplaçais le lead comme ça, tu vois, par exemple, et ben là, Raphaël Presberg, il a reçu un mail disant, tiens, bah, il reste, je ne sais plus quel était le mail, mais en gros, c'était probablement 13 2 semaines pour candidater, pour rejoindre le programme, etc., etc., quoi. Des mails à l'avance en Et disant. ouais, j'ai écrit tous les mails à l'avance. Ouais, on a fait un gros travail de mails où il y en a genre une dizaine à peu près ou une quinzaine qui sont programmés pour être envoyés automatiquement dès qu'on change de colonne.
Et c'est facile à programmer, par exemple, là sur le starting block, accepter, refuser, du coup, c'était les gens qui avaient accepté ou refusé l'événement, je suppose. Et du coup, C'est les gens qui étaient acceptés. Alors, bah, ça encore, là, c'est une interprétation qu'il faut avoir chacun. Mais là, pour le coup, nous, le langage, c'était accepté pour, après les starting blocks. Donc, le jury de sélection, ils avaient été acceptés pour entrer dans le programme. et ça peut se faire automatiquement ou? Ah bah, non, t'as toujours un peu de à la main à faire, tu vois. Genre, il faut que dans tous les cas, tu dises, ah bah tiens, lui, c'est bon, il a été accepté, je le mets là. Mais après, ça lui envoie le mail automatiquement, tu vois. OK, ça marche, cool, merci. Et ça c'est vachement cool. En fait, tu peux pas tout automatiser parce que bah enfin, il y a un moment. Enfin, après, si tu pourrais aller un peu plus loin, mais déjà, si le simple fait que quand tu changes de colonne, tu as tous tes mails automatiques, ça change pas mal de choses. Et l'automatisation sur Pipedrive est assez simple à faire. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà un peu la vue d'un pipe commercial, comment il peut être. Et encore une fois, c'est ce que j'explique. Il y a mille et une façons d'en faire, quoi. Si chacun ne le fait comme il veut, vous voyez, celui-là, il était discussion en cours pour pas l'envoyer, pour pas l'envoyer. Oui, plus info demandée, donc ça veut dire qu'il fallait un peu plus loin. Info OK devient envoyé et bon de commande réceptionnée. Bon, chacun le met un peu comme il veut, quoi. Et du coup, quand c'est à 30 € par mois, tu as autant d'accès que tu veux? Je sais plus, on va regarder. Non, je pense que c'est par personne. Je pense que c'est par personne, à mon avis. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est organiser vos activités personnelles. Ah bah, tu commences à 12,50 €. Ah non, annuel, donc ça te fait 15 € par utilisateur sur facturation mensuelle. Et sinon, bah, je pense que voilà, avancer, voilà, c'est automatisation. Ça, c'est quand même pas mal. Bon, t'es à 30 € par mois, quoi. Pour une seule personne? Par personne, ouais, ouais, ouais. Mais en Ok. fait, en vrai, à la limite, ce que tu fais, c'est que tu crées un compte et enfin, vous avez tous les deux accès, les deux personnes ont accès au même compte, tu vois. Il Utiliser faut le même compte. en même temps, Comment? pouvoir se connecter en même temps. Ouais, en principe, ça pose pas de soucis. Nous, on l'avait fait, je crois qu'il n'y a pas trop de bugs. Le seul truc qui est un peu relou, c'est quand tu fais ton suivi client, si tu modifies une note, tu vois, c'est toujours écrit. Bah, tu vois, là, voilà, on avait marqué que c'était Paul Chenard, alors qu'en fait, en vrai, je sais que ça, c'était moi qui l'avais mis, tu vois. Ça, c'est une erreur de programmation. Mais du coup, si vous avez tous les deux le même compte, il y aura écrit bah, ton prénom, et alors que ce sera peut-être bah, ton associé qui a fait la modif. Donc, il ne Ok, faut pas hésiter à vous mettre un code interne en disant, je sais pas, bon, c'est Tim qui parle ou c'est Tal, tu vois, au ok, tout début. Bon, c'est des petits hacks qui peuvent fonctionner, mais bon, en fait, en général, tu commences comme ça, mais très vite, tu finis par prendre un deuxième compte pour avoir quelque chose de plus clair et plus lisible, quoi. ok, cool, merci. Donc, on en était ici. Là, j'ai une petite phrase, moi, qui m'a fait beaucoup rire, parce que vous allez voir à quel point, du coup, notre process est bien organisé. Le mec disait un bon sales et un mec qui n'a aucun triangle jaune sur son pipe drive. C'est des gars de Dreamcatcher Sales. Donc Dreamcatcher Sales, pardon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boîte qui propose des commerciaux en freelance en fait au début pour des missions de 6 mois. Et si ça marche, ils peuvent les convertir en CDI chez vous. Donc c'est un petit peu tôt pour vous, mais ça peut être super intéressant pour après coup. J'ai eu de très très bons retours avec eux. Nous, ça fait un moment qu'on bosse avec eux. Très cool. Alors c'est vraiment pas l'instant, enfin ça fait un peu l'instant pub, mais pour le coup, ils font vraiment du boulot qualier. Moi, je sais que mon cousin, il a une boîte de conseil, il vient de prendre un commercial de chez eux, il est super content. Donc c'est cool. Et ce dont il parlait, les triangles jaunes, donc vous allez voir à quel point notre pipe est super rigoureux, c'est toutes ces petites choses. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre d'un triangle jaune dans un pipe? Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de rappel. Et en gros, s'il n'y a pas de rappel sur tes clients, ça veut grossièrement dire que tu passes à côté, quoi. Quand tu veux faire de la vente et que tu prends un CRM, si tu veux être très rigoureux, il faut avoir un rappel sur tous tes clients. Ou s'il y en a qui n'ont pas de rappel, c'est parce qu'ils sont en stand-by pour le moment. Mais pourquoi il faut avoir cette rigueur? Parce que comme ça te permet de ne passer à côté d'aucun client. C'est super, super important. C'est le côté de se dire, en fait, dans tous les cas, tu auras un reminder qui te dira, bah, je sais pas, dans une semaine, recontacter Clément pour lui demander où ça en est, etc. Ça, c'est hyper, hyper important. Vous voyez, là, moi, j'ai créé un nouveau pour la saison U11, donc la prochaine. Là, bah, j'ai des petites pastilles rouges, c'est-à-dire que c'est des éléments que j'ai en retard, qu'il faudrait que je relance. Mais typiquement, si on clique dessus, normalement, je l'avais.
Voilà, je l'avais un peu documenté. Voilà, il va rejoindre le programme digital ou starter en octobre. Et vous voyez, ma relance était relancée pour voir s'il choisit son programme. Il hésitait entre deux programmes, celui-là. Bah, c'est hyper important d'avoir toutes ces relances parce qu'en plus, ça met une note dans mon agenda. Donc ça, c'est vachement cool. Et c'est très, très important parce que ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Donc voilà un peu le côté des relances des triangles jaunes. Voilà, bah, ça dit triangle jaune, pas de rappel et là, égale potentiellement une vente loupée. Donc ça, faites très attention à prendre de la rigueur, de bien mettre des rappels sur tous vos clients pour tous vos leads pour être sûr de pouvoir les rappeler et les contacter au bon moment. Ah mince, il y avait un petit doublon. Maintenant, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur Pipedrive. Dans quel cas, je vais vous présenter HubSpot. Alors, HubSpot qui est très très cool, hein. Mais vous allez voir, l'interface utilisateur est un peu plus complexe. Donc là, je suis sur le pipe d'un ami, Tal, que vous avez dû connaître d'ailleurs, qui monte sa boîte en ce moment. Et donc, il m'a donné accès à son HubSpot pour que je puisse vous montrer comment ça marche. Donc, en gros, quand vous arrivez sur la page d'accueil d'HubSpot, que vous compreniez un peu ce qui se passe, on tombe là-dessus. On tombe là-dessus, donc voilà, il y a un dashboard avec pas mal d'infos. Contrairement à quand on tombe sur la page d'accueil de Pipedrive, on tombe directement sur son pipe. Voilà. C'est déjà un peu la différence. Pipedrive, en fait, si vous regardez, si on compare, on a soit des deals, soit des leads, les mails envoyés, les activités, les relances ou les contacts, si on a référencé des produits. Et là, le progrès, c'est pour voir des stats et piloter un peu ses ventes. HubSpot, voilà, on a tout. Contact, conversation, marketing, vente, service, automatisation, rapport. Il y a beaucoup de choses. C'est quand même plus complexe, mais par contre, on peut faire des trucs vraiment ouf. Donc là, typiquement, on est dans un sales, vous voyez, on est dans le sales pipeline qui ressemble beaucoup à celui de Pipedrive. Vous voyez, donc là, on a apporteur d'affaires, ensuite rendez-vous planifié, fermé, gagné, fermé, perdu. Donc après, encore une fois, ça c'est eux qui l'ont nommé comme ça. Je vous cache pas que je trouve pas ça très parlant, mais si eux ça leur correspond, tant mieux. Là, je vois qu'ils en ont un deuxième. Voilà, lui, il n'est pas encore complètement setup, mais voilà à quoi ça peut ressembler dans HubSpot. C'est un peu plus compliqué parce que conversation, donc je crois que c'est des mails, mais je suis même pas sûr. C'est pas toujours très clair. Voilà, en fait, ce qui est très cool, c'est que bon. L'air de rien, ouais, on peut créer des robots, enfin des chatbots sur Messenger. On peut créer des formulaires qui récoltent directement les infos. Bon, il y a plein de trucs possibles, mais ça coûte quand même assez vite cher. Vous voyez, on peut faire dans le marketing, il y a plein d'autres choses aussi possibles. Bon bah tiens, apparemment ça marche pas. Et donc dès qu'on va dans automatisation, en fait, on voit très bien, c'est là où je trouve que c'est un peu limité, c'est que c'est uniquement si je prends un abonnement pro, quoi. Donc un abonnement pro, en fait, autrement dit, je vais devoir payer hyper cher. Et les workflows, pareil, c'est ce que je dois payer en plus. Donc HubSpot, moi je le connais moins bien, mais je sais que je connais des gens qui l'utilisent vraiment et qui ont tout automatisé et qui est très très fort. Donc ça peut être aussi très très intéressant. Par contre, voilà, c'est quand même plus complexe à mon sens que Pipedrive et surtout ça coûte très vite, très cher. Là, vous voyez, on a, bon, faudrait pas trop que je montre ça normalement, mais on a tous les contacts de la personne, enfin du deal, etc. Bon, assez intéressant et ça permet de faire quand même pas mal de choses, quoi. Donc c'est plutôt cool. Spot, moi je trouve que c'est quand même un bon système. Après c'est plus complexe, c'est plus cher. Mais par exemple, ils ont une fonctionnalité qui est juste dingue, c'est quand tu as des cartes de visite, tu peux les prendre en photo et automatiquement ça t'ajoute des contacts dans HubSpot. Ce qui est assez stylé, ce que Pipedrive ne fait pas. Mais bon, voilà, avec un abonnement à 30 € sur Pipedrive, on peut créer des automatisations, comme je vous en ai parlé, hein, qui sont notamment d'envoi de mail, qui sont assez cool. Si je prends un truc tout simple, c'est de dire
Voilà, si un deal est updaté, donc ça c'est un exemple de process par exemple dans votre mail automatique. Donc en fait, l'élément déclencheur, c'est un deal qui est updaté, donc c'est-à-dire qui est mis à jour. Donc mis à jour, ça veut dire qu'il peut être passé d'une colonne à l'autre, ou que enfin, qu'il est passé d'une colonne à l'autre. Et donc la condition, c'est laquelle? Si dans le pipeline, il était dans Startup Starter et que l'étape dans laquelle il est, c'est relance, alors je lui envoie un mail avec un template. Et l'email template, c'était voilà, relance starter. Donc du coup, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais ça permet de faire en sorte que ce soit activé. Ça, c'est super utile. Et alors, le petit truc auquel je vous demande de faire hyper attention, c'est celui-là. Triggered by any user. Ce truc-là, typiquement, en fait, ça veut dire que soit l'élément se déclenche uniquement si c'est moi qui le fais, donc connecté à mon compte Timothée Vézy, ou si c'est n'importe qui de la boîte. L'autre jour, on a débloqué une problématique avec l'équipe BizDev parce qu'en fait, eux chacun, ils faisaient tout leur système personnel, alors qu'en fait, il suffisait de cocher celle-là, que ça puisse être déclenché par tout le monde. Donc, l'idée d'essayer de dire que bah, demain, Elise, qui a aussi un compte Pipedrive, ou Bart, qui actualise des deals, et bah, si en fait, l'élément déclencheur, il est facile, le déclenchement peut être fait uniquement par moi, et bah, ça va pas se déclencher, alors que si c'est fait par n'importe quel utilisateur, ça va se déclencher. Un peu plus technique, mais voilà, pensez bien à cette fonctionnalité qui est de déclencher par tous les utilisateurs. C'est super important. Donc ça, pensez-y bien, c'est vraiment top. Et donc comment ça s'appelle? Sur HubSpot, il y a les mêmes fonctionnalités, mais bon, bah, il faut passer en payant. Et en gros, donc là, si tu demandes à contacter l'équipe commerciale, grossièrement, ça va passer à, je crois, 90 € par mois, plus une formation à 700 € à acheter. Mais bon, ça quand même, permet de faire quand même pas mal de choses. Après, donc voilà, ça rebondit un peu sur comment amener des leads dans son CRM. Là-dessus, c'est un petit peu redondant avec ce qu'on a vu comment ça s'appelle, au goûter LinkedIn d'hier, où en fait, moi, un très bon outil que je vous conseille d'utiliser, c'est Prospectin, qui permet en fait d'automatiser son LinkedIn et de faire rentrer des deals automatiquement dans son de faire rentrer des deals automatiquement dans son Pipedrive ou dans son CRM. Donc ça, c'est vachement cool. Je peux faire un petit tiens, bah, le mien n'est pas ouvert là. Je peux faire une petite présentation rapide de l'outil. Donc c'est un outil qui permet d'automatiser son LinkedIn. Concrètement, comment ça marche? Ça permet d'envoyer automatiquement des demandes de connexion, des messages, de suivre des gens automatiquement et de visiter des profils automatiquement. Donc, ça permet en fait de faire quasiment tout, quoi. Donc, ça toutes ces actions sur LinkedIn, c'est très cool. Typiquement, si vous faites des posts et que vous voulez avoir plus de portée, bah, vous pouvez aller suivre ou visiter des profils genre 2-3 jours avant votre post. Et comme ça va attirer l'attention l'algorithme va détecter que vous vous intéressez à ces personnes. Et du coup, si vous poussez du contenu 2-3 jours après, bah, ça va le soumettre à ces personnes parce que vous leur avez montré une marque d'intérêt. Et sur LinkedIn, il ne faut pas oublier que quand vous visitez le profil d'une personne, cette personne en est informée. Et ensuite, et inversement. Donc du coup, ça montre une marque d'intérêt qui peut vous permettre d'avancer, d'avoir plus de portée. Donc ça, c'est assez important. Concrètement, comment ça marche? Bah, typiquement, on va dire, tiens, je sais pas, on va faire un test avec je veux des DRH. Voilà, résultat pour DRH. Donc ce soit, on va avoir des personnes. Voilà, donc là, on va voir, voilà, c'est les filtres de base qui sont pas hyper approfondis. Moi, je vous invite vraiment à utiliser Sales Navigator, dans quel cas vous utilisez Prospectin, parce que ça permet d'avoir des filtres beaucoup plus poussés. Et bah, je sais pas, on va dire des RH dans le secteur ressources humaines. Je sais pas trop ce que ça veut dire des RH dans le secteur ressources humaines. Mais... Donc j'ai 10 000 résultats. Et typiquement, donc je vais pouvoir en fait extraire les profils. Donc je vais me créer une campagne de diffusion qu'on va appeler
DRH ressources humaines. Et je vais exporter. Je sais pas pourquoi il veut pas que je fasse plus là. Bon, on peut en mettre autant qu'on veut, mais j'ai l'impression que ça bug un peu mon histoire là. Voilà. 100. Bon, j'ai un bug de l'outil. Voilà, là il va m'en sortir 10 du coup a priori. Donc en fait, il va extraire les profils, c'est-à-dire qu'il va les mettre dans son outil, dans l'outil donc prospecting, et ensuite ça va me permettre de les contacter directement. Et c'est vachement cool parce que du coup, on peut automatiser de la prospection en envoyant des demandes de connexion, etc. Donc là, vous voyez, je suis dans ma campagne DRH ressources humaines et j'ai la liste de toutes les personnes. Et du coup, je peux choisir si je les sélectionne toutes, je peux choisir de les visiter. Et dans ces cas-là, hop, faut que j'enlève ça. Et dans ces cas-là, je dis, je vais visiter les profils sélectionnés. Voilà, ça me le met en liste d'attente. J'aurais pu les suivre. J'aurais pu leur envoyer une demande de connexion. Et dans ces cas-là, il faut créer une demande de connexion. Donc, par exemple, bonjour, bonjour prénom. Est-ce que vous cherchez à améliorer la qualité de travail de vos salariés? Hop, et puis en disant, je serais ravi d'échanger avec vous à ce sujet. Discutons-en ensemble. Et puis là, vous mettez un petit lien Calendly, par exemple. Je sais pas, je vais faire le tout copie, c'est pas important. Là, ici, vous mettrez un lien Calendly, donc Calendly qui permet de faire de la prise de rendez-vous automatique. Et du coup, on envoie, par exemple, à ces 10 personnes ce système. On aurait pu... et donc, ils vont recevoir, les 10 vont recevoir ce message, quoi, cette demande de connexion. Donc ça, c'est un truc qui est possible. Vous pouvez ensuite, une fois que vous êtes connecté, leur envoyer un message. Tant que vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas envoyer de message. Et après, vous pouvez faire des scénarios, qui est ma fonctionnalité préférée. Et vous pouvez créer des scénarios comme du mailing, mais sur LinkedIn. Donc typiquement, moi, celui que j'utilise beaucoup, c'est celui-là, où on a une demande de connexion, et ensuite, automatiquement, après un jour, après un jour, vous voyez, ça permet d'envoyer une demande de connexion, et si la personne n'a pas répondu au bout de 15 jours, ça le fait sortir du scénario. Donc ça, c'est assez cool, et vous pouvez l'utiliser pour automatiser un peu votre prospection sur LinkedIn. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que vous programmez tout ça, et du coup, vous n'avez plus rien à faire en attendant. C'est-à-dire que vous pouvez vous concentrer sur autre chose. Donc on discutait là ce matin avec plusieurs personnes, voilà, mais ça prend quand même du temps, la prospection et tout. Bah oui, mais si tu fais des systèmes de cette manière, tu peux typiquement lancer des grosses campagnes de prospection où tu as 300, 400 personnes en file d'attente. Tu sais que en fait, par jour, on peut envoyer 80 demandes de connexion, donc il y en a pour à peu près une semaine de prospection. Bon, et bien comme ça te laisse le temps de créer ton contenu, de discuter un peu avec d'autres personnes, d'améliorer tes messages, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout dépend la réponse que vous allez avoir, tout dépend du type de message que vous allez créer ici. Si vous mettez des messages pourris, vous n'aurez pas de retour. Si vous mettez des messages impactants, vous aurez beaucoup de retours. Donc moi, ce que je conseille, c'est de faire des messages, de faire de l'A/B test. Donc vous écrivez un premier type de message, vous envoyez à 50 personnes, et ensuite vous voyez les retours que vous avez, et vous améliorez en ce sens-là. Et n'oubliez pas que l'objectif, encore une fois, c'est d'apprendre des choses au sujet de la personne en premier lieu, donc pour la découvrir, et non pas de chercher à lui vendre quelque chose. Donc là, ce message-là, par exemple, il n'est pas hyper impactant, mais ça aurait pu être une autre question d'utiliser. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous vous intéressez à la qualité de vie au travail pour vos salariés? Oui, non. Si la personne t'accepte, tu peux lui faire un message automatique en disant, tiens, si vous m'avez accepté, c'est que vous êtes intéressé par ça. Donc, discutons-en, quoi. Et faut pas hésiter, en fait, à être un peu large, mais en même temps précis dans ce que vous dites, dans le sens où vous contactez pour une chose qui est bien précise. Prospecting, en tout cas, c'est un outil que je vous invite. Si vous faites de la prospection LinkedIn, je vous invite à utiliser. Ça peut aussi être utilisé en B2C, si vous savez que un type de client, comment dire,
Si vous savez qu'un type de profil, donc qui par exemple, je sais pas, un cadre sup qui a entre 3 et 5 ans d'années d'expérience correspond à votre cible client, bah, vous pouvez l'utiliser aussi de cette manière. En fait, il faut toujours penser à utiliser de manière un peu détournée les outils qu'on a de base. Donc voilà un petit peu pour Prospecting. Je ne m'attarde pas trop dessus parce qu'on en a déjà pas mal parlé hier. Donc dans ces cas-là, je vous invite à voir le goûter LinkedIn. Et si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me demander. Concernant notre workshop, eh bien, écoutez, pour moi, c'est terminé. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc là, s'il y en a qui comprennent, c'est goodbye. Bye. Voilà, je suis un petit peu content de ma petite blague. Mais n'hésitez pas à me faire, si vous avez des questions, ou à me faire des retours directement sur ce que vous voudriez avoir en plus ou ce que vous voudriez savoir. Donc, je ne sais pas s'il y a bien sûr, il y a 30 000 questions que je n'ai pas vues. Ouais, bah, du coup, moi, c'est toujours la même question qu'hier. C'est du coup, si tu pouvais nous expliquer un peu plus sur Airtable, genre ce que ça peut nous apporter, combien ça coûte, et quelle est la plus-value par rapport à un HubSpot ou à un Pipedrive. Ok. Alors, attends, je revois juste. J'utilise HubSpot pour le CRM, mais c'est totalement gratuit. Ouais, mais du coup, c'est gratuit, genre juste au tout début, dès que tu vas avoir des fonctionnalités un peu plus poussées. Genre le fait, par exemple, de pouvoir rien automatiser, Florian, dans HubSpot, c'est très limité. Et voilà. Et du coup, tu peux pas beaucoup avancer. Et tu en penses quoi? Ça te permet de faire autant de choses que Pipedrive. Fanny, donc pour répondre à cette question, HubSpot, ça permet quand même de faire beaucoup plus de choses que Pipedrive. Là où je suis un petit peu méfiant, c'est que est-ce que ça permet pas de faire trop de choses? Voilà. C'est la question que je pose à chaque fois aux gens qui veulent l'utiliser, dans le sens où, vu qu'il y a tellement de choses possibles à faire avec HubSpot, on peut un peu s'y perdre et en fait créer tout un tas de trucs qui finalement sont pas très utiles par rapport à nos besoins de nos clients. Donc ça c'est pas pareil. Vraiment, il faut se dire HubSpot, enfin Pipedrive, c'est que de la vente. HubSpot, ça permet de faire aussi du marketing automation, donc de la newsletter, etc. Donc ça engendre sur ta question, Daniela, utilises-tu Pipedrive dès les newsletters ou dès que tu as un prospect? Alors c'est une bonne question. Utilises-tu Pipedrive dès les newsletters ou dès que tu as un prospect? Ouais, moi j'ai tendance à en fait utiliser Pipedrive, enfin mon CRM, dès que la personne a marqué une marque d'intérêt. Ça peut être assez intéressant de se dire, enfin, en fait, moi, le hack que j'ai pour utiliser le CRM, typiquement à School comment je l'utilise, c'est que dès que la personne a fait une demande de contact sur mon site, il tombe dans mon CRM. Parce que si la personne a fait une demande de contact sur le site, ça veut dire qu'il est intéressé. Pour la boîte que je monte en ce moment, la prospection qu'on fait, c'est que dès que la personne prend un rendez-vous sur Calendly, il tombe directement dans mon Airtable pour le coup. Donc voilà. Et du coup, donc ça, c'est un peu à toi. Mais moi, en fait, je dirais, si ta personne est juste dans une newsletter, je pense que tu pourrais l'intégrer dans ton Pipedrive au bout de 3-4 messages 3-4 mails qu'elle a lus. Parce que si elle a en lit qu'un premier, c'est pas ouf. Donc moi, ce serait de cette manière, en tout cas, que je le mettrais en place pour un peu préqualifier ce qui se passe. Par rapport pour l'automatisation des mails, par rapport à Mailchimp, est-ce possible de tout gérer sur Pipedrive? Alors, en toute honnêteté, nous, on a essayé de faire un nurturing, donc c'est-à-dire envoyer des mails. Fanny, je viens à toi juste après sur Airtable, hein, je vais te montrer ce que j'ai fait moi. Pour l'automatisation des mails par rapport à Mailchimp, c'est pas évident de tout gérer sur Pipedrive. Franchement, Pipedrive, c'est surtout fait pour du B2B. Sur tout ce qui est dès que tu veux faire de l'envoi de mail et tout, mais c'est-à-dire enfin de la newsletter, c'est vraiment pas fait pour. Nous, on avait mis en place un truc là, la promo précédente avec Bart, mais on s'arrachait les cheveux tellement c'était pénible. Donc c'est pas idéal. Par contre, ce que tu peux faire, un truc intéressant, c'est que tu utilises Zapier. Donc Zapier qui est un outil qui permet de connecter plein d'outils entre eux. C'est une de mes passions. Tu peux faire quelque chose qui est intéressant, qui est de dire que quand tu as un de tes leads qui, par exemple, est dans je sais pas, la rubrique mail, et ben, ça l'envoie dans Mailchimp dans une liste de diffusion dans laquelle il va recevoir 4-5 mails. Et au bout du 5e mail reçu ou 5e mail ouvert, il va tomber dans un système, dans une autre case dans ton Pipedrive. Donc ça, c'est possible. Mais je te déconseille de vouloir faire la même chose que Mailchimp en Pipedrive. Ça va être très pénible.
Ensuite, ouais, donc Fanny, pour voir un peu Airtable. Ah bah écoute, Airtable, donc concrètement, bah moi je vais vous montrer comment je l'utilise. Euh, je vais vous montrer comment je l'utilise rapidos. Donc ça se connecte. Moi, mon Airtable que j'ai, tchac, tchac, tchac. Il est où? Ah oui, il faut que je change de compte. Je vais te montrer ce que j'ai fait, qui est très basique, mais qui marche très bien pour les besoins que j'ai. Parfois, ça sert à rien d'aller chercher plus loin. En vrai, faut vraiment pas hésiter à faire des trucs simples. Moi, ce que j'avais fait, alors, en fait, c'est juste que je veux pas montrer tous les numéros de téléphone parce que c'est pas très friendly. Mais en gros, attends, est-ce que je peux pas faire un truc, en gros, moi, j'avais classé les leads que je recevais en fonction de la nature qu'ils avaient. Et ensuite, ce que je faisais, c'était que... Pourquoi j'ai pas tout ce que je veux? Je trouve pas tout ce que je veux, peu importe. En gros, ce que j'avais fait, c'est que, tu vois, je leur avais mis un flag. En fait, tout cela, il arrivait automatiquement. Donc, si c'était, je les avais flagués, bah là, j'avais un client qui faisait du portage salarial, donc il tombait dedans. Donc, tu vois, j'en ai quand même eu beaucoup. Là, c'était tout ce qui était pour te conseiller en gestion de patrimoine. Ça, c'était un mec qui voulait travailler avec nous. Là, c'était pour une question de QCM. Et là, c'était voilà, ça, c'était un autre truc que j'avais mis en place. Donc, ça nous permettait d'avoir toutes les infos. Donc, c'est assez cool. Moi, j'ai utilisé de cette manière. C'est pas le plus incroyable. En fait, pour que tu comprennes, euh, je vais juste te donner les numéros de téléphone et les mails parce que c'est pas fait faire pour les gens après. En fait, ce que tu vois, c'est que bon, bah là, il faut imaginer qu'en plus, on avait les numéros de téléphone et les mails qui sont renseignés qu'on aurait pu voir. Donc, en fait, j'avais dit type d'événement. En fait, tout ça, ça vient depuis mon calendrier. Donc, ça, c'est assez cool. Et en fait, bah là, finalement, on l'a pas trop fait, mais typiquement, nous, on s'était mis des caractéristiques, tu vois. Donc, technologie, le TGM qu'il avait, les missions recherchées, etc. C'est pas forcément le plus parlant. Mais bon, pour nous, c'était assez pratique. Et surtout, on s'était flagué, tu vois, avec mon associé, qui sait qui fait les calls à quel moment. Donc ça, c'était assez cool. Bon, bah là, j'avais des infos encore. Est-ce que je peux te montrer, sinon, Airtable? En gros, Airtable, qu'est-ce que ça offre de plus que Pipedrive? Ah, bah c'est pas du tout fait pour la même chose. Airtable, c'est fait pour gérer une base de données. Mais tu peux notamment faire un CRM avec. Tu vois, typiquement, là, ils ont fait un CRM de cette manière où, en fait, entre qualification, proposition ou close one, ils sont à différents niveaux, mais c'est pas, ça, c'est un exemple qu'ils ont donné, mais c'est pas, enfin, c'est pas très fluide, tu vois. Je sais pas ce que c'est que ce truc-là. En gros, si je compare, ce qui va être intéressant pour toi, c'est que, tu vois, si tu cliques sur Bearpaw Solution, tu vas voir la description de tout ce qu'il fait avec son site internet, son LinkedIn. On voit qu'il est lié à la base contact, que les opportunités liées, c'est celle-là et celle-là. Bon, en fait, en gros, pour comprendre, ça te permet de centraliser tes données et de pouvoir avoir plusieurs infos, mais enfin, c'est vraiment pas l'idéal en tant que... C'est plus utile pour gérer une base de données. Si par exemple, on va sur notre base de startup, tu vois, dedans, ça va être plus parlant pour toi. Nous, dedans, on a le type de workshop qu'on a fait, les intervenants qu'il y a eu, qui c'est qui l'a organisé et les feedbacks qu'on a eu dessus. Voilà, donc ça me permet de tout lier. Donc typiquement, voilà, je peux avoir mon feedback direct sur mon événement, avec qui c'est qui a mis le feedback, etc. Donc ça, c'est plus intéressant, mais voilà, c'est vraiment fait pour gérer c'est pour gérer ta base de données avec beaucoup de choses.
Tu vois, si je veux voir là-dedans, par exemple, j'ai toutes les entreprises enfin, en fait, c'est vous, plus toutes les autres personnes, tu vois, donc on a quand même plus de 600 personnes qui sont passées par School Lab et qui correspondent à tous nos clients, quoi. Donc ça, c'est intéressant et je peux surtout, par exemple, je sais pas si je clique sur Loïc, je peux voir tout ce qui lui est rattaché. Donc, bon, voilà, par exemple, il avait participé à l'événement Branding le 11 juin 2019, tu vois, il y a un an. Puis je pense qu'il a dû participer à d'autres trucs, mais voilà, ça permet de faire beaucoup de choses. Je pense que c'est pas très très clair mon explication, mais on fera un workshop spécial sur Airtable pour montrer. En fait, il faut le manipuler pour bien comprendre tout ce que ça peut faire, quoi. Ok, et du coup, si je comprends bien, ça s'utilise en parallèle de Pipedrive. En ça, en soi, c'est ton carnet d'adresses large de Ouais, tous tes contacts, et en plus de ça, tu peux qualifier tes contacts avec quelques petits, je sais pas si je peux appeler ça plugins, mais ouais, par exemple, quand tu fais des votes ou autre, pour avoir un peu un suivi du mec. ouais, tu peux voir ça comme ça. En fait, typiquement, moi, je dirais plutôt, imaginons que tu fais des événements, tu vois. Et ben en fait, donc t'as donc l'organisateur d'événements et après tous tes invités, tu vas pouvoir les gérer dans ton Airtable, mais pour voir du coup tout de suite qui c'est qui a participé à un premier événement et qui participe à un deuxième, parce qu'ils seront tous les deux rattachés au même événement, tu vois. Et RTP, Euh, tu peux les relier à quoi comme, autre outil? Genre, tu peux le relier à Mailchimp, tu peux le relier à... tu peux le relier à tout ce que tu veux. Il y a une API ouverte, donc tu peux le relier à quasiment tout ce que tu veux. Ah oui, donc c'est ça le vrai avantage. Ouais, tu vois, typiquement, nous, on a relié, on va relier Airtable à Google Calendar, ce qui fait que dès qu'on créera un événement, en fait, dans Airtable, tu vois, si je vais je suis dans ma brick event, là, je crois. Genre, si je dis, parce que nous, on référence tous les événements qu'on crée là-dedans, dès que je créerai un événement, enfin, voilà, tu vois, un démo day, voilà, public, et ben, je pourrais automatiquement créer l'invitation calendar avec toutes les personnes dedans. Tu vois, donc typiquement, ça te fait gagner beaucoup de temps. Enfin, il y a plein de trucs que tu peux faire, quoi. Il faut un peu d'imagination pour voir tous les use cases. Mais encore une fois, moi, ce que je conseille toujours, c'est au début, tu fais tout à la main, et quand tu vois que tu commences en fait à répéter deux fois des choses, tu fais le copier-coller par exemple, bah, il y a 90% de chances que ce soit automatisable. Et j'ai une question, ça c'est en passant par Zapier ou c'est directement sur le calendar qu'on peut mettre l'API? Non, il faut passer par Zapier quand même. Zapier, c'est ce qui permet en fait de faire communiquer des applications entre elles. On aura un cours dessus? Si vous êtes intéressé, je peux le faire, ouais. Ouais, parce que je maîtrise je maîtrise assez bien Zapier, surtout sur des trucs un peu basiques de cette manière. Donc, je pourrais vous montrer comment automatiser des choses. Mais encore une fois, sur l'automatisation, moi, je suis toujours un peu prudent dans le sens où il faut commencer par faire à la main avant d'automatiser. Parce que automatiser, c'est cool, mais finalement, parfois, on tombe un peu dans le piège de vouloir automatiser trop de trucs qui servent à rien. Donc, typiquement, il n'y a que, voilà, parfois, tu as genre deux, trois trucs à automatiser et c'est tout. Ok. Voilà. Typiquement, moi, tu vois, ce que j'avais fait, c'est de faire en sorte que dès que quelqu'un prenait rendez-vous sur mon calendrier, ça me copie des infos dans mon Airtable. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour avoir un endroit plus simple où centraliser toutes mes données. C'était quelque chose d'assez simple, mais bon, c'est assez efficace, quoi. Mais ça sert à rien de vouloir automatiser et j'ai fait ça une fois que j'ai vu que j'avais genre une dizaine de demandes par semaine, tu vois. Si j'en avais que deux, trois, bon, bah, ça me sert à rien d'automatiser ça, quoi. Oui, bien sûr, c'est à partir d'un certain quota et de clients à gérer, Ouais. j'imagine. En fait, tu t'en rends vite compte quand tu vois que ça devient le bordel. Moi, c'est un peu ma devise. Quand tu sens que ça commence à être n'importe quoi, qu'il y en a partout, et bah, tu temporises un peu et tu prends voilà, une demi-journée et tu te poses et tu automatises tes trucs et comme ça, après, tu te prends plus la tête, quoi. Ok, merci. Je t'en prie. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant des logiciels ou autres ou tout un tas de choses. Euh,
En tout cas, n'hésitez pas à me solliciter sur Slack en envoyant des messages, sachant que moi, je ne suis pas là le jeudi et le vendredi. Donc, je réponds que le lundi, en principe. Mais si vous avez des questions sur tout ce qui est automatisation, sur tout ce qui est votre CRM, moi, ce que je vous invite beaucoup à faire, c'est avant tout de vous poser la question de mettre en place un CRM, etc. Réfléchissez quand même à quel est votre process de vente. Le process de vente, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est ce que j'ai montré ici sur Miro, c'est vraiment hyper important. Pour vous donner un exemple, j'ai discuté l'année dernière avec une startup. Je lui dis, mais comment ça se fait que tu mettes autant de temps à closer et tout? Elle vendait des prestations de vin et tout, dégustation de vin, en plus ça devait aller assez vite. Et en fait, on a tout repris de A à Z. Et en gros, on a réalisé que, en fait, elle faisait genre 4 calls avec ses clients pour bien comprendre quel type d'événement il fallait. Et ben, on a remplacé ça par un formulaire et elle a gagné genre 3 jours dans son process. Et finalement, elle s'est retrouvée à closer des gens en moins d'une semaine, quoi. Donc, c'est très important de bien réfléchir à votre process de vente. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est quelque chose qu'on a tendance à négliger. Mais en fait, il faut bien savoir, être capable de mettre à l'écrit, de dire, OK, donc qu'est-ce qui se passe? La personne, elle rentre, moi, je lui envoie ça, ensuite, je renvoie un mail, ensuite, je refais un coup de téléphone, etc. Ah bah tiens, peut-être qu'il y aurait une solution pour gagner du temps qui serait de faire ceci, quoi. Et ça permet de gagner du temps et ça permet de visualiser ce qu'il faut automatiser, typiquement. Et ça, vous le faites beaucoup au début. Moi, je conseille de le faire au début pour savoir comment avancer. Là, vous voyez, typiquement, on doit mettre en place l'acquisition pour un nouveau programme. Et ben, notre premier sujet de discussion, c'est je suis en train de créer un process et ça va être la base pour se dire, OK, est-ce qu'on le valide ou on le valide pas? On va tester cette option-là pour ensuite pouvoir le construire concrètement, quoi. C'est-à-dire en mettant en lien les outils, etc. Et le gros avantage de faire des process de cette manière et de vous obliger à le faire au début, c'est que demain, vous voulez voir une équipe de dev ou même des gens qui veulent pour automatiser des choses, vous leur donnez ça, il y a 60% du travail qui est fait. C'est-à-dire qu'on va juste vous dire, OK, mais en fait, là, il manque quelques infos, mais déjà, si vous donnez une base de cette manière, les gens, pour bosser avec vous, ce sera beaucoup plus simple. Donc vraiment, moi, je vous invite à passer beaucoup de temps, enfin, beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, mais à bien réfléchir à cette question du process, lequel il est et comment je peux l'automatiser. Et ça vous oblige aussi à réfléchir un peu de manière un peu plus scalable, c'est-à-dire de se dire, OK, donc si demain j'ai 10 clients, où est-ce que ça peut péter, quoi. Donc, enfin 10, 20 ou 100 clients, quoi. Voilà. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour vos questions. Je vois que du coup, pour l'automatisation des mails par rapport à Mailchimp, c'est possible de toujours. Ah, mais non, ça, on a répondu tout à l'heure. Intéressé pour le cours sur Airtable, écoutez, je pense qu'on va faire un cours sur Airtable et un cours sur Zapier, du coup. Écoutez, on va faire ça. Moi, Zapier, c'est vraiment ce que je kiffe, donc ça va être cool. Et on va programmer ça pour la suite. Merci à tous. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire appel directement sur Slack. Yes, trop cool. Merci, Tim. Merci. J'arrête la présentation.